Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus à notre webinaire sur la pratique clinique, le manuel de pratique clinique pour les avortements dans des conditions de qualité. Moi, je m'appelle Dandita Tate, je suis dossier technique OMS, réseau IBP. C'est un consortium de ONG qui offre des lignes directrices. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui avec nos collègues de l'OMS. Je vais vous présenter un certain nombre de personnes et commençons par la logistique. Nous avons l'interprétation en français, espagnol et portugais aujourd'hui. Utilisez l'icône qui représente un petit globe si vous souhaitez l'interprétation vers votre langue. Cette session sera enregistrée et passera sur le HRP Media Channel sur YouTube. Posez vos questions en utilisant la boîte des questions et réponses, le Q&A box en bas de votre écran. Eh bien, ceci étant dit, je voudrais vous présenter notre modérateur pour la journée, Dr Karen Kim, médecin à l'unité de soins complets d'avortement. Voilà, vous êtes la bienvenue, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bon dia. Je suis très heureuse de pouvoir animer cette session pour le lancement de cette nouvelle édition, notamment pour les soins complets d'avortement. Et puis, nous allons passer en revue toute la session, mais pour cela, je voudrais aussi vous donner euh, la parole au docteur Carla. Euh, bon, merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir présenter ce webinaire et plus particulièrement l'unité de soins complets d'avortement. Ce manuel de pratique clinique pour les soins de qualité liés à l'avortement est véritablement un phare quant aux recommandations et des lignes directrices. C'est vraiment la clé de voûte qui nous permet d'aider les prestataires euh, qui vont pouvoir donner des soins de qualité dans un certain nombre euh, d'établissements de santé. Nous allons voir les cas de d'avortement clinique, d'avortement médicalisé. Nous utilisons ce document afin de soutenir nos partenaires, mais également tous les établissements de santé dans les différents pays pour opérationnaliser tous ces services d'avortement. Et de toute évidence, pour cela, il faut pouvoir disposer de matériel accessible dans un certain nombre de langues, dans le contexte dans lequel nous travaillons. Nous sommes vraiment très heureux que cette édition 2023, qui a été lancée en anglais, soit disponible en français, portugais et espagnol. Et nous sommes également très heureux que vous soyez ici aujourd'hui pour entendre parler de ces nouvelles éditions. Ceci étant dit, je vais donner à, parole à la personne qui a mené les travaux, qui vous en dira plus quant à la manière dont ce manuel peut être utilisé lors de vos travaux. À vous, Karen. Merci beaucoup. Très rapidement, nous allons passer en revue notre ordre du jour qui est assez dense et nous avons également certaines petites enquêtes à vous proposer et puis nous passerons en revue ce manuel qui les soins de qualité liés à l'avortement. Puis une deuxième enquête, nous allons voir dans plusieurs langues euh, euh, et passer en revue une discussion quant à la pertinence de ce manuel.
Après ces présentations dans les différentes langues, français, portugais, espagnol, nous passerons à une session de questions-réponses et nous tirerons quelques conclusions. Voilà, vous avez la possibilité de répondre. Dans quelle mesure connaissez-vous euh, ce CAC, soins complets d'avortement, ou dans quelle mesure connaissez-vous le manuel de pratique clinique pour les soins de qualité liés à l'avortement? Voilà, les réponses nous arrivent. Il est bon de savoir dans quelle mesure vous connaissez ces lignes directrices, ce produit. Dans quelle mesure en avez-vous entendu parler? Ah, il semblerait que nous ayons déjà plusieurs personnes, 34% pour qui cela semble familier, du moins des personnes en ont utilisé, en ont entendu parler ou l'ont utilisé, et d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. J'espère que après cette session, nous euh, puissions convaincre d'autres personnes à utiliser ce manuel. Et puis les personnes qui connaissent ce manuel, qui souhaiteront en savoir plus pour pouvoir l'introduire dans leur pratique. Voici la deuxième section. Je voulais saisir cette occasion pour vous dire que cette deuxième édition est sortie. Ce manuel, en fait, ce sont des lignes directrices consolidées euh, concernant les soins de qualité liés à l'avortement. Nous verrons les aspects cliniques, médicaux. Ces lignes directrices ont été lancées en 2022, il y a quelques semaines. La deuxième édition est sortie et il s'agit là véritablement non seulement d'une sensibilisation quant à cette deuxième édition, mais vous dire également que toutes les recommandations sont les mêmes. Il n'y a pas eu de changement dans les recommandations proprement dites. Ce qui a changé, en revanche, ce sont des mises à jour. euh, Par exemple, des recommandations pour ceux qui ont encore une objection de conscience. Et ceci ne devrait pas être une barrière pour des femmes qui souhaitent avoir accès à ces soins et à cette possibilité d'avortement. Ceci étant dit, sans plus attendre, passons au programme. Je suis heureuse de vous présenter notre premier orateur, le docteur Kilist Lema Gizachev, et qui est obstétricienne, gynécologue, chargée de planification de famille et bon, également chargée de la santé reproductive au St. Paul's Hospital Millennium Medical College. Voilà, bonjour. Je vais vous donner un aperçu de la pratique clinique de ce manuel de pratique clinique sorti en 2023 avec des lignes directrices sur les soins de qualité liés à l'avortement. Puisqu'il y a d'autres langues ajoutées maintenant à ce manuel, je voulais vous en dire un tout petit peu plus. Quel est l'objectif de ce manuel? Ce manuel de pratique clinique pour les soins de qualité liés à l'avortement de l'OMS qui vise la facilitation de l'application pratique des recommandations cliniques de ces lignes directrices en matière de soins complets d'avortement, sorti en 2022.
Alors que traite ce manuel? Trois chapitres avant l'avortement, suivi par l'avortement, et un chapitre sur le post-avortement. Cela met également en lumière pour les travailleurs de santé, les acteurs de santé, la possibilité de mettre également en exergue les principes de droits humains. Lorsqu'il s'agit d'appliquer les principes de droits humains, cela veut dire également assurer que ces points sont toujours donnés avec respect et compassion, doivent être complets, précis, faciles à comprendre dans des formes et des langues accessibles multiples. Il s'agit également d'aider les adolescents lorsque une jeune personne qui souhaiterait l'engagement parental ou souhaiterait être encouragé par ses parents. Mais ceci ne doit pas être une barrière. Pour ce qui est le pré-avortement, l'information, les conseils, la prise de décision, et parmi ces points, vous avez l'information, les conseils, la prise de décision, les antécédents médicaux, les examens cliniques, les investigations en laboratoire, l'âge gestationnel, prévention d'infections. Il y a donc des recommandations dans ce manuel. Il y a d'autres détails qui sont donnés. Il donne en détail les différentes pratiques pouvant suivre ces recommandations. Le chapitre suivant, c'est l'avortement proprement dit. Pour cela, on peut recouvrir l'avortement médicalisé ou l'avortement chirurgical. Pour ce qui est de l'avortement médical, il y a des recommandations. Les recommandations quant à l'avortement médical, les critères de disponibilité, il y a également des recommandations pour des avortements manqués. Cela vous dit également comment les agents de santé peuvent également proposer euh, l'offre de médicaments pour un avortement faire par la patiente. Voilà les différentes instructions. Vous voyez ici les différentes recommandations, les différents dosages des médicaments à prendre, mais il y a également un autre chapitre et- qui concerne les options de prise en charge de la douleur en cas d'avortement médical. Euh, Les agents de santé peuvent donner des recommandations quant à la prise en charge de la douleur. Dans ce manuel, vous voyez également les différents protocoles pour le traitement en cas d'avortement manqué. J'en viens maintenant à l'avortement chirurgical. Il s'agit là de prendre ou de passer en revue les différentes méthodes de l'avortement chirurgical, les médicaments, les fournitures, l'équipement et comment préparer l'avortement, préparation cervicale avant l'avortement chirurgical, l'aspiration euh, et vous avez ici un exemple de cet avortement chirurgical. Vous voyez comment ce manuel donne des explications ou des indications, des recommandations. Diapo suivante, qui traite euh, de post-avortement. Dans ce chapitre, vous avez une description de toutes les étapes et qui doivent être suivies avant la sortie de l'établissement de santé, donc après l'avortement, mais également le suivi, les soins de suivi après l'avortement. Et il faut voir également comment gérer des complications telles que l'avortement incomplet et il faudra également traiter de la contraception. Pour ce qui est de la contraception après l'avortement, vous avez l'indication des différents euh,
contraceptifs, les protestatifs, les pilules protestatives, enfin, toutes les options possibles, injection de progestérone, etc. Vous avez ici que ce manuel comporte des recommandations, comme vous pouvez le voir ici, accessibles sur le site web et vous avez également ces liens. Il y a également un autre aspect, un outil que j'aimerais partager avec vous. Et là, c'est une approche numérique. C'est une application qui contient des informations qui sont absolument essentielles pour aider les agents de santé afin de fournir les soins nécessaires et pour appuyer la prise de décision clinique. C'est donc un outil complémentaire au manuel de pratique clinique. Et cet outil contient les mêmes étapes décrites dans le manuel de pratique clinique. Et l'on peut trouver cette application sur Google Play ou sur App Store. Et donc, il y a également des éléments pour différents niveaux de fournisseurs de soins. Autre outil que j'aimerais partager avec vous, c'est donc un outil basé sur les compétences. On peut y accéder à partir du site web et l'on démontre donc l'approche par les compétences afin de pouvoir apporter des services intégrés à différentes catégories de fournisseurs de soins. Il y a également une formation qui est disponible sur l'avortement médicalisé. C'est donc un module de formation qui est disponible sur le site internet de l'OMS. C'est gratuit, c'est interactif et vous allez donc pouvoir obtenir une formation grâce à donc ce module de formation. J'aimerais également vous parler d'un webinaire qui aura lieu demain sur les soins liés aux avortements basés sur les droits humains. Ce sera donc un webinaire qui sera proposé demain à la même heure qu'aujourd'hui. Une fois de plus, vous pourrez trouver le lien pour ce webinaire à partir de notre site internet. Merci beaucoup et je repasse la main. Donc, nous allons partager les résultats plus tard. Et donc, prochaine diapo. Voilà, donc les résultats du sondage seront présentés après. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir notre prochain intervenant, le docteur Aboubakar Moufalilou, qui nous arrive du Bénin. Il va intervenir en français. Pour les personnes qui ont besoin d'une interprétation vers l'anglais, il y a un map monde en bas de votre écran. Veuillez cliquer dessus pour écouter l'interprétation en anglais de la présentation du docteur Aboubakar Moufalilou. Donc, nous avons publié le manuel de pratique clinique pour les soins liés à l'avortement en différentes langues. Et une fois de plus, en français, le manuel s'appelle le manuel de pratique clinique pour des soins de qualité liés à l'avortement. Et donc, c'est la version française du manuel de pratique qui avait été publié en anglais en 2023. Donc, je ne parle pas français quant à moi, donc j'ai le plaisir de vous présenter maintenant le docteur Aboubakar Moufafilou, qui est médecin obstétrique au Bénin. Il est directeur donc du département de gynécologie obstétrique à l'université. Il est également secrétaire scientifique du Collège international d'obstétrie au Bénin. Il a également été point focal pour le projet lié à la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique. Il est le point focal national pour le Bénin et co-auteur d'une étude sur les complications obstétricales en soins intensifs. Et maintenant, je lui passe la parole. Vous avez la parole, docteur. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Oui, j'essaie. Vous m'entendez? Vous Oui, nous vous m'entendez? entendons. On vous entend très bien. Vous pouvez y aller. Parfait. OK, merci beaucoup. Mais je vous me remercie. Je remercie tous les participants à ce webinaire. Je suis le docteur Boubacar Moufalilou. Je suis gynécologue obstétricien. Vous avez déjà fait la présentation. Donc, j'ai la charge de donner l'avis
de la partie francophone. Alors, j'ai envoyé une présentation. Je ne sais pas si on va la faire défiler ou bien si je parle simplement. Vous m'entendez? Allô? Nous vous entendons. Oui, oui, allez-y, allez-y, vous pouvez continuer. Je continue alors. Alors, ma présentation va suivre un plan. Je vais parler de la pertinence du manuel dans le contexte régional. Je vais faire une petite réflexion sur la traduction et je vais voir les opportunités qu'offre cette traduction. Alors, je vais introduire en disant que l'accès aux soins complets en matière d'avortement, de contraception et des autres interventions de santé de la reproduction reste en effet un problème important dans les régions africaines. Les données montrent en effet que la plupart des avortements se produisent dans des pays où l'avortement est illégal. Je crois que cela a été déjà souligné un peu dans le sondage que vous avez fait tout à l'heure, où des Nous ne vous entendons plus, docteur. Votre... praticiens ne sont pas facilement accessibles ou alors des services d'avortement sécurisés. Vous m'entendez? Oui, nous avions perdu, mais allez-y, vous pouvez continuer. Il y avait une coupure, désolé. Allô? Allô? Allez-y, continuez. D'accord, ok. Donc, je disais que les familles et les filles paient un lourd tribut, en effet, pour les complications des avortements à risque. Et la réduction des décès maternels dépend de l'amélioration de l'ensemble du système de santé, de la législation en vigueur dans chaque pays. Et ce sont les structures et le comportement des acteurs qui doivent changer, de même que les matériels qu'on met à leur disposition, tels que ce manuel qui vient à point nommé. Alors, j'avais dit que j'allais axer ma présentation sur 3 points. La pertinence du manuel dans le contexte régional. Il repose d'abord sur l'ampleur du problème des avortements non sécurisés. En effet, on estime que dans le monde, chaque année, c'est environ 19, 19 à 20 millions d'avortements à risque que l'on enregistre, dont 97% se déroulent dans les pays en développement. Et ce sont 68 000 femmes qui en meurent et des millions d'autres qui vont en garder des complications souvent permanentes telles que des fistules obstétricales, des cas d'infertilité ou des cas euh, d'infertilité et tout ça. Alors, en Afrique, ça c'est dans le monde. En Afrique, on estime que 6 millions de femmes vont interrompre leur grossesse dans des conditions dangereuses. Et c'est 77% des avortements en Afrique. On estime que l'avortement est plus risqué en Afrique subsaharienne donc qu'ailleurs au monde, puisque 77% des avortements sont non sécurisés pour une moyenne mondiale qui tourne autour de 45%. Et en 2019, le taux de létalité par avortement est le plus élevé de toutes les régions du monde. On enregistre ainsi 185 décès sur 100 000 avortements, soit 15 000 décès évitables par an. Alors, si je reviens chez moi au pays où le ratio de mortalité maternelle est de 391 pour 100 000 naissances vivantes, on estime que les avortements, les complications des avortements sont responsables de 15% des décès maternels et que 18,8% des grossesses restent non désirées. Et l'avortement clandestin est la troisième cause qui tue les femmes au Bénin après les hémorragies et l'éclampsie, c'est-à-dire les complications de l'hypertension artérielle liée à la grossesse, selon l'enquête démographique et de santé de 2017-2018. Alors, ce manuel, il est important parce qu'il y a donc, devant tout ce tableau, nous avons la nécessité d'une assistance qualifiée à l'offre des avortements. En effet, ce manuel permet de renforcer les capacités des prestataires. Je crois que la présentatrice tout à l'heure nous a fait la présentation des grandes lignes de ce matériel et nous voyons que tous les aspects ont été adressés, que ce soit les aspects éthiques, les aspects juridiques, les aspects techniques. Tout cela a été adressé. Donc, ça permet de renforcer effectivement les capacités des prestataires. Nous pensons que cela répond à un besoin de révision périodique justement des programmes et des paquets de formation, puisque nous avons l'habitude, pour ce qui nous concerne en tout cas au Bénin ici, d'aller sur le terrain, de former le personnel à la pratique, à l'offre de l'avortement sécurisé. Et nous pensons que ce manuel permet donc de remettre à jour les connaissances. Ce manuel est pertinent en ce sens justement qu'il institutionnalise la qualité dans la prestation des soins.
C'est important parce qu'une chose est d'offrir des soins, mais une autre est d'offrir des soins de qualité. Mais sur quoi se fonde l'offre de qualité? L'offre se fonde sur la théorie, donc sur les connaissances, et également, évidemment, sur la pratique, donc sur la simulation. Donc, nous pensons que ce manuel est également pertinent en ce sens qui va nous permettre d'allier ces deux composantes de la qualité. Ce manuel constitue une approche innovante pour accroître la fourniture des soins de qualité. Ce manuel est donc un socle de méthodes scientifiques et sûres, comme je le disais, de pratiques, d'information et de sensibilisation en vue d'une vie familiale décente pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD numéro 3. Alors, le deuxième point qui nous paraît important dans le contexte actuel, qui rend ce manuel d'autant plus pertinent, c'est le changement du cadre législatif dans certains pays. Je reviens encore dessus parce que quand vous avez fait votre interview tout à l'heure, votre sondage, c'est apparu rapidement le cadre restrictif. Nous pensons que l'avortement sécurisé autorisé par la loi dans un camp hospitalier est reconnu comme la solution aux complications liées aux avortements. Parce que nous avons remarqué que si les avortements clandestins continuent de proliférer, c'est parce que le cadre législatif reste contraignant dans nombre de pays. Heureusement, dans certains pays, nous assistons à un cadre qui devient de plus en plus favorable. Et c'est l'exemple pour mon pays ici au Bénin, où nous avons eu, depuis 2021, une loi qui a modifié la loi qui existait sur la santé sexuelle et de la reproduction. Et cette loi a introduit un article 17 nouveau qui porte sur l'interruption de grossesse. Alors, on avait déjà les cas habituels dans lesquels on était autorisé à faire la grossesse et à donner une interruption de grossesse, c'est-à-dire lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une mineure ou par ses représentants légaux s'il s'agit d'une majeure, d'une mineure. Lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une gravité particulière au moment du diagnostic. Donc ça, c'était des cas qui existaient. Je crois que presque toutes les lois et dans tous les pays à peu près se rejoignent sur ces 3 points. Mais ce qui a changé fondamentalement chez nous au Bénin depuis 2021, c'est l'alinéa 2, donc, où on a rajouté que l'interruption volontaire de grossesse peut être donnée à une femme, peut être acceptée chez une femme enceinte à la demande de la femme. Alors ça, c'est le point important. À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une solution de détresse matérielle. Lisez matérielle, s'il vous plaît, ce n'est pas maternelle, c'est matériel. Une situation de détresse éducationnelle ou une situation de détresse professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Donc, cet article vient tout changer en ce sens qu'il libère davantage les praticiens qui peuvent donc sur la base de cet article-là. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Voilà. Allô? 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 Nous Allô? vous entendons, nous vous entendons. D'accord, merci Docteur, nous beaucoup. vous entendons. Merci beaucoup, merci. Donc, je disais tantôt que cet article est venu vraiment révolutionner, si on peut le dire comme ça, le terrain, où cela permet donc d'offrir un peu plus à une plus grande échelle. Alors, cette notion de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale, c'est des concepts qui ont été très bien précisés dans un décret d'application de cette loi et c'est assez clair. Donc, le point 2, c'est la réflexion sur la traduction. Alors, nous pensons que cette traduction, elle est très importante parce qu'elle vient combler un vide qui était laissé par son indisponibilité, l'indisponibilité de la version française. C'est vrai que nous avons des connaissances
en anglais, mais quand c'est en français, on est plus à l'aise parce que moi, je suis dans un milieu d'enseignement, je suis enseignant à la faculté des sciences de la santé. Nous recevons beaucoup de nationalités de pays francophones, anglophones aussi, mais la version française, elle est meilleure parce que parfois, quand c'est nous qui faisons la traduction, parfois, c'est pas exactement ce que la version originale dit. Donc, nous pensons que quand la traduction est faite par des professionnels, des gens, des personnes qualifiées, c'est mieux. La traduction rend donc les informations disponibles et accessibles en ce sens que cette traduction vient, je viens de le dire tantôt, vient lever la barrière linguistique, donc nous permet d'accéder beaucoup plus facilement aux informations qui étaient contenues dans la version anglaise. Quelles sont les opportunités de mise en œuvre? Nous pensons qu'il va se falloir, c'est des suggestions, établir un plan de dissémination au niveau de l'espace francophone. Nous pouvons utiliser les congrès qui sont organisés par les sociétés savantes, des sociétés de gynécologie obstétrique. Nous avons le prochain congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Nous avons le congrès de la FIGO qui va se tenir en début octobre à Cape Town. Donc, nous pensons que c'est autant d'occasions qui peuvent permettre déjà de disséminer ces informations. À l'interne aussi, au niveau des écoles de formation, nous pensons que c'est des documents que nous devons pouvoir rendre disponibles. Donc, au niveau des représentations locales de l'Organisation mondiale de la santé dans chaque pays, et que nous puissions avoir ces documents et que nous mettions dans nos bibliothèques à la faculté, dans nos facultés respectives et même dans nos bibliothèques hospitalières, parce que c'est des trucs pratiques. Nous pensons que ça ne devrait pas être loin du praticien. Donc, c'est important que ça soit vraiment sur la table même, en salle d'accouchement, qu'on l'ait sur la table, au bloc opératoire, qu'on l'ait sur la paillasse. Donc, nous pensons que c'est des opportunités qu'il faut saisir pour la mise en œuvre. Cette dissémination peut se faire également à travers des réseaux. Nous avons des réseaux des gens favorables à l'avortement. Nous avons des organisations de la société civile qui sont favorables à l'avortement. Donc, c'est autant de réseaux aussi que nous pensons qu'il est possible d'utiliser pour disséminer cet ouvrage. Alors, cet ouvrage aura un impact en ce sens qui va permettre donc de couvrir des besoins de soins médicaux de qualité, puisque l'OMS estime que 10 à 50% des femmes ont besoin de soins médicaux suite aux complications. Donc, le besoin est là. Il faut pouvoir donner des soins de qualité. Cet ouvrage nous permettra d'amoindrir l'impact du décès de la mère sur la vie du couple et des enfants, en ce sens que ça va permettre. On sait que quand il y a un décès maternel dans un foyer, c'est la stabilité du foyer qui est touchée, c'est la scolarité des enfants, c'est le développement équilibré de la famille, c'est la productivité qui peut en prendre un coup, c'est la capacité à s'occuper même des enfants qui peut être atteinte. Donc, cet ouvrage permettra, n'est-ce pas, en comblant ce vide-là, de pouvoir éviter tous ces travers. Et nous aurons également un impact économique puisque le traitement des complications est budgétivore. Il vaut mieux offrir des soins de qualité, des soins sécurisés, plutôt que d'avoir à gérer des complications qui sont budgétivores, puisque une fois de plus, l'OMS estime que le coût du traitement de l'avortement septique est 3 fois plus élevé que celui d'un avortement, un accouchement normal. Voilà, mesdames, je crois que j'avais 15 minutes pour présenter. Je tiens dans le temps, j'ai fait 13h30. Je vous remercie de m'avoir suivi et je reste disponible pour les échanges. Merci beaucoup, madame la modératrice. Allô, vous m'avez entendu? Oui, merci beaucoup, docteur. D'accord. Il y a un décalage il y a un décalage de son, hein. Nous allons veiller à ce que cet enregistrement soit rendu disponible, de sorte que nous puissions également avoir accès à toute cette expérience que vous avez partagée avec nous. Merci encore pour cette présentation. Ceci étant dit, nous allons passer à l'orateur suivant, le docteur Equibal Abilio, qui
parlera portugais. Voilà le titre de cette présentation en portugais. Il nous vient de Mozambique, recteur à l'Université du Congo, membre d'AMOG et professeur, pardon, à l'Université Congo et non pas Congo. Votre présentation en portugais sera traduite en anglais et en français. Vous pouvez à nouveau choisir votre canal sur ce petit globe en bas de votre écran. Donc, vous choisirez le canal anglais ou français selon vos besoins. Je donne la parole au docteur Ekebal Abilio. Docteur Abilo. Quelques minutes peut-être. Il y a un petit souci de connexion. J'ai bien compris. Tentons de poursuivre. Carla, je crois, est prête pour nous faire cette présentation. Tentons de donner la parole à Carla Berdijetski, après quoi le docteur Abilio Ekibal pourra se joindre à nous et faire sa présentation. Carla Berdijetski, qui, elle, fera sa présentation en espagnol. Elle est médecin à l'Université autonome nationale de Mexique. Elle a un master en sciences et en santé publique dans les pays en voie de développement de l'école de Londres, hygiène et médecine tropicale. Je répète que vous pouvez choisir votre canal, français ou anglais, puisque la présentation sera faite en espagnol. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous en espagnol. Merci de m'avoir invité pour vous parler de la pertinence et de l'impact de ce manuel en espagnol. Le manuel de pratique clinique pour les soins de qualité liés à l'avortement. Ce manuel, comme nous le savons, de l'OMS. Je voulais vous donner quelques informations de fond. Sachez qu'en Amérique latine, il y a eu des débats sur l'avortement, mais a connu de grandes transformations au cours de ces dernières décennies. Ceci grâce aux changements juridiques qui ont dépénalisé l'avortement dans un certain nombre de pays. Ce changement a eu une influence importante sur la dépénalisation et est passé maintenant au droit à l'avortement. C'est un changement majeur qui a été favorisé par les nouvelles orientations, les nouvelles lignes directrices de l'OMS sur les soins
de qualité liées à l'avortement. Et ce manuel de 2023. Au Mexique, plus particulièrement, depuis 2020, il y a eu la possibilité de mettre en place une politique publique qui reconnaît l'avortement sans risque euh, comme étant un sujet de santé publique, en mettant la priorité sur une politique de santé sexuelle et reproductive. Afin de mettre en pratique ces lignes directrices, un manuel de pratique a été publié au Mexique et a été également promu par des organisations telles que le FIGO, les collèges américains et britanniques de gynécologie et d'obstétrique et d'autres données d'ailleurs fondées sur des données probantes. Ce document a été mis à jour puisqu'il datait de 2021. Donc, le cadre juridique a également changé entre 2021 et 2024. D'abord, il y a la définition de critères de prise en charge de l'avortement, ceci pour les professionnels de santé, des agents de santé, et tout cela va dans le sens de l'avortement sans risque, en prenant en compte les services obstétriques et gynécologiques dans les différents établissements de santé au Mexique. Le cadre légal a également changé entre 2021 et 2024, donc en très peu de temps. En 2021, il n'y avait que 2 États sur 32 qui avaient dépénalisé l'avortement. Donc on est passé de là à 75% de nos États qui ont décriminalisé l'avortement. En 2021, la Cour suprême de justice a publié différents jugements, parmi lesquels l'arrêt 148 2017 qui reconnaît que l'avortement ne doit pas être criminalisé, mais doit être perçu comme l'exercice de l'autonomie reproductive des femmes et lié donc au droit à la santé. Aujourd'hui, nous avons un réseau de 268 services liés à des avortements sécurisés, et cela à travers tout le pays. Néanmoins, il reste des barrières qui entravent un accès efficace aux services liés à l'avortement. Il y a le stigmatisme, la stigmatisation, et il y a des barrières géographiques, il y a également des barrières culturelles et sociales. Et il faut vraiment que l'on puisse focaliser les services sur les besoins des utilisatrices. Il y a encore quelques lacunes en matière des normes de prise en charge, telles que définies par les cadres internationaux. Il y a également un manque de budget public alloué donc au programme pour les avortements sécurisés. Tout ceci va donc nécessiter une modification de la loi générale sur la santé qui ne prend pas en compte l'avortement comme l'un des éléments liés aux soins reproductifs. Il faut également donc, comme je vous le disais, une dépénalisation de ce droit. En 2025, Colmena Consultoras a créé l'Observatoire pour un avortement sécurisé au Mexique. Il s'agit d'une initiative visant à surveiller et à construire collectivement des connaissances afin d'effectuer un suivi de la politique publique et afin d'avoir également un certain niveau de responsabilisation.
Il y a différentes références à des législations et à des lois à l'avortement dans le système public au Mexique. Et les lignes directrices de l'OMS sur les soins liés à l'avortement, ainsi que le manuel de pratique clinique pour des soins de qualité liés à l'avortement, sont utilisés comme un socle afin de pouvoir éclairer la prise de décision. Nous saluons donc la version en espagnol de ce manuel de pratique. Ce nouveau manuel pourra être utilisé par notre observatoire, alors que précédemment, nous devions nous appuyer sur la version anglaise. Grâce à la traduction en espagnol, ce manuel deviendra beaucoup plus accessible. L'observatoire contient également une carte des services publics d'avortement, ce qui nous permet donc d'évaluer la satisfaction des utilisatrices concernant la qualité du service. Cela comprend également des indicateurs stratégiques ainsi que des parcours de soins fondés sur des cas emblématiques. Il y a également la disponibilité et la traçabilité des différents éléments qui composent ces services de santé. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de la manière dont cette version hispanophone du manuel de pratique clinique est donc utilisée ou sera utilisée à l'avenir afin de pouvoir fournir des avortements sécurisés au Mexique. Selon les informations de l'Observatoire dans les services publics au niveau national, il apparaît qu'un avortement sur deux effectué lors du premier trimestre est pratiqué avec la méthode dilation et évacuation. Vous pouvez voir cela en vert. Donc c'est pour les avortements, les soins liés à l'avortement lors du premier trimestre. D'autres indications qui ont été analysées par l'Observatoire qui indiqueraient que le gouvernement mexicain a acheté suffisamment d'équipements pour une aspiration manuelle afin de pouvoir répondre au nombre d'avortements requis à l'intérieur du Mexique. Il semblerait donc que les recommandations internationales ne sont pas suivies ou il n'y a pas suffisamment de formation des agents de santé. Et l'on s'appuie donc sur une technologie qui n'est plus recommandée. Et donc ces équipements ont été achetés afin de pouvoir observer les recommandations, mais les recommandations ne sont pas suivies. Le manuel de pratique clinique en langue espagnole sera essentiel pour améliorer le contexte national. Cela nous permettra d'améliorer les communications en langue espagnole. Cela fournira également un outil de référence qui permettra d'améliorer la pratique clinique et qui permettra également de fournir des soins pratiques dans un format qui est apprécié par les opérateurs de santé au Mexique. En outre, la traduction de ce manuel de pratique clinique permettra également de faciliter la prise en charge de la grossesse chez les adolescentes liées donc aux violences sexuelles au Mexique. En effet, ce manuel de pratique clinique contient également une section sur les soins pré-avortement et sur la prise en charge des antécédents médicaux. Et ceci est essentiel pour toute femme qui a recours à un avortement. En 2024, il y a eu plus de 6000 cas de naissance dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire les adolescentes de moins de 15 ans. Ces adolescentes de moins de 15 ans passent généralement par les services de soins prénatals. C'est leur premier point de contact avec les services de santé, sans que l'on reconnaisse que leurs grossesses sont le résultat de violences sexuelles. Il existe dans la réglementation mexicaine une disposition concernant cette problématique
mais ce problème reste néanmoins invisible dans les systèmes de santé publique. Il y a également une définition de l'avortement provoqué qui n'est pas basée sur des cadres temporels ni sur le poids du fœtus. L'objectif, c'est que le fœtus puisse naître sans vie. Il nous faut donc reconnaître cette problématique de la grossesse chez les adolescentes et il faut donner un accès à l'avortement même après le premier trimestre. Et il faut bien sûr prendre en compte les problèmes sociétaux qui conduisent ces adolescentes à avoir recours à un avortement après le premier trimestre. Enfin, et non des moindres, cette traduction nous permettra de pouvoir mieux diffuser les différentes lignes directrices chez les professionnels de santé qui utilisent ces éléments comme outils de travail. Cela permettra d'avoir une mise en œuvre plus rapide au sein des services de santé. Le fait donc d'avoir une version en langue espagnole démontre l'importance de continuer à investir dans la santé sexuelle et reproductive. Il faut donc continuer à traduire le manuel. En plus du portugais, de l'espagnol et du français, il faut continuer à traduire ce manuel dans d'autres langues. Il me semble que ce serait très utile. Permettez-moi de conclure en vous remerciant pour votre écoute. Voici le site internet de notre observatoire pour des avortements sécurisés au Mexique et voici également mon mail si vous souhaitez donc me contacter directement. Merci beaucoup Carla et je vous encourage tous à consulter le travail de cet observatoire de l'avortement sécurisé au Mexique qui vient d'être lancé et n'hésitez pas également à avoir recours aux ressources qui sont proposées au cours de ce webinaire. Nous espérons pouvoir maintenant passer la main au docteur Equibal Abilio. Il va s'exprimer en portugais. Le docteur Abilio vient du Mozambique. Et sans plus attendre, je vais lui proposer donc de commencer sa présentation. Docteur Epigal, pardon, vous avez la parole. Et voyons si vous pouvez donc intervenir. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. En attendant donc la prise de parole par le docteur Abilio, euh, donc je souhaitais vous indiquer que la version espagnole du manuel de pratique est disponible. Nous l'avons également, nous avons mis un lien pour la version espagnole dans le chat. Et donc vous avez le manuel de prática clínica para cuidados de qualidade no aborto. Ça c'est plutôt la version portugaise. Et en espagnol, c'est le manuel de prática clínica para una atención de calidad del aborto. Donc sans plus attendre, je passe la main au docteur Abilio qui va nous décrire son expérience avec la fourniture de soins complets liés à l'avortement. Vous avez la parole, docteur Abilio. Vous avez la parole. Nous n'entendons pas l'intervenant. Docteur Abilio, êtes-vous en ligne? Malheureusement, il semblerait que nous avons un problème technique. Nous n'avons plus... Bon, en attendant le retour du docteur Abilio, Nadita, dites-moi s'il revient à l'écran. Je vous propose en attendant
de profiter de ce moment pour examiner certaines des questions qui ont été posées dans le chat. Et j'aimerais également inviter les personnes qui nous écoutent à poser leurs questions ou plutôt à partager leurs expériences avec nous. Lorsque, dans la communauté des pratiques, lorsque nous avons indiqué que nous allions organiser ce webinaire, nous avons vraiment eu des réactions très positives et des retours très intéressants. Je vous encourage donc, ou plutôt les collègues qui ont répondu, qui ont réagi de manière positive et qui souhaitent partager leur expérience, peuvent le faire. Et, et donc, vous pouvez vous exprimer de vive voix si vous le souhaitez. Et je vous invite donc, à ceux qui veulent, à partager vos expériences, et à partager vos commentaires et vos points de vue afin de pouvoir contribuer à notre discussion. Donc, n'hésitez pas à lever votre main. Vous pouvez nous indiquer que vous souhaitez prendre la parole dans le chat et je pourrai donc allumer votre micro. Et donc, ce serait vraiment formidable que quelqu'un puisse donc partager son expérience ici de vive voix. Eh bien, pendant que nous attendons l'arrivée des volontaires, alors une question qui a été posée et que je vais reprendre, l'avortement. Alors, l'avortement sécurisé, l'avortement incomplet, l'avortement chirurgical, comment les agents de santé gèrent ces questions? Eh bien, dans ce manuel, il y a des recommandations ou des instructions quant à la manière de traiter, de gérer ou de prendre en charge un avortement incomplet ou manqué. Une fois de plus, il s'agit de recommandations euh, quant à un avortement sécurisé. Et il y a également des recommandations lorsqu'il y a avortement manqué. Il y a des recommandations euh, re- supplémentaires en plus de toutes ces recommandations. Puis, vous avez le manuel de pratique clinique qui vous donne encore des recommandations plus détaillées quant à la manière dont on peut mettre en pratique ces recommandations visant à un avortement sécurisé ou sans risque. Tout cela, vous pouvez également le retrouver sur le lien qui vous a été donné. Je vous encourage, je vous invite d'ailleurs à utiliser tout cela. Nous allons tenter à nouveau d'établir une connexion. Eh bien, je vous passe le micro et vous invite à faire votre présentation. Docteur Equibal Abilio, merci d'avance. Nils, commencez en portugais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous. Je m'appelle Equibal Abilio. Je suis médecin, gynécologue, obstétricien à l'hôpital central de Quelimane en Zambézie, la province de Zambézie. Je vous parlerai de notre association de Mozambique, de gynécologues et d'obstétriciens. Je ferai donc une présentation sur les dispositions d'avortement sécurisé au Mozambique et l'impact de ces lignes directrices de l'OMS. Pour commencer, je voudrais dire que
Les soins de santé sexuelle et reproductive constituent un droit individuel des individus, des couples, des familles et également font partie de la planification de développement des communautés et des nations. D'ailleurs, l'OMS nous parle bien de soins dans la santé sexuelle et reproductive. Il faut également parler de l'importance au cours de la COVID, lorsqu'il était difficile d'avoir accès à ces soins. L'OMS a dû redoubler de ses efforts pour offrir des soins de santé sexuelle et reproductive. Afin de pouvoir euh, renforcer l'accès à ces soins de qualité liés à l'avortement, tout cela est extrêmement important et cela fait partie d'ailleurs des objectifs de développement durable, les ODD. Vous, vous retrouvez toutes les lignes directrices dans ce manuel pour les soins de qualité liés à l'avortement. Et tout cela nous aide tous puisque nous pouvons suivre ces lignes directrices afin d'offrir des possibilités d'avortement sécurisées. La position de la FIGO est tout à fait évidente. Elle est alignée sur celle de l'OMS d'ailleurs. L'avortement est reconnu comme étant un droit humain fondamental et non négociable, euh, autrement dit autonomie reproductive. L'avortement à risque est un problème de santé publique majeur et un problème de droits humains. Le FIGO confirme ces lignes directrices de soins de qualité liés à l'avortement de l'OMS et reconnaît qu'il s'agit là d'une norme au niveau mondial. Lorsque nous parlons des engagements de FIGO, cela nécessite un certain nombre de mesures pour éliminer les barrières inutiles, juridiques ou politiques, telles que la pénalisation, les périodes d'attente. Il ne faut pas de barrières, non, au contraire, il faut pouvoir offrir ces soins de santé. Dans le contexte de Mozambique, lorsque nous euh, parlons euh, de la période avant l'indépendance, les lois étaient celles de la colonie portugaise où l'avortement était illégal sans aucune exception. Toute personne qui pratiquait un avortement était condamnée, y compris la femme enceinte elle-même. Mais les choses ont changé et depuis 1981, lorsque le ministère de Santé de Mozambique a sorti un décret qui autorisait les avortements dans certaines situations et ce, dans des hôpitaux. L'avortement était accordé aux femmes que s'il y avait consentement éclairé de la patiente ou de la famille. Et si cette patiente elle-même ne pouvait pas signer la procédure, la demande de procédure. Alors, suivant les estimations du ministère de la Santé, environ 11% de mortalité maternelle est due à l'avortement non sécurisé ou une activité de nature clandestine. Depuis 2014, le Mozambique, qui vise la réduction de la mortalité maternelle et qui souhaite également développer l'accès des femmes aux soins de
qualité liée à l'avortement, euh, le Mozambique disait a approuvé une loi innovative qui fait partie maintenant aussi du code pénal qui permet l'avortement dans certaines circonstances. Cette loi a été contestée et critiquée par un nombre de secteurs, y compris les groupes religieux et culturels. Mais nous procédons toujours dans le cadre de cette loi, comme vous pouvez le voir dans les clichés suivants. Lorsque nous parlons de régime ou de code pénal, la loi 35-2014 du 31 décembre et la loi 24-2019 du 24 décembre, le principe général de criminalité lié à l'avortement est décrit, mais il y a une loi qui dépénalise l'avortement dans des cas spécifiques définis par le Code. C'est une loi qui dépénalise dans la mesure où les femmes qui demandent un avortement répondent à un certain nombre de critères. Il y a eu sensibilisation de ces femmes leur permettant de comprendre que l'avortement était dépénalisé grâce à une nouvelle loi au Mozambique et cette loi fait l'objet de mises à jour régulières. Les conditions changent par conséquent. Si une grossesse pose une menace à la santé de la femme, si la grossesse est due à une violence sexuelle ou à l'inceste, l'article 168, si cet avortement peut être fait dans les 12 premières semaines de la grossesse avec le consentement éclairé de la femme enceinte, paragraphe 5 de l'article 168. Quel est l'âge gestationnel permettant l'avortement? Jusqu'à 12 semaines, lorsqu'elle est effectuée à la demande de la femme pour éviter tout risque de mort ou de lésions sérieuses, jusqu'à 16 semaines s'il y a eu viol ou inceste, jusqu'à 24 semaines dans des cas de prédiction de maladies graves ou de malformations congénitales de fœtus. Il n'y a pas de limite gestationnelle si c'est le seul moyen d'éliminer tout risque de mort ou de lésions irréversibles ou des risques de mort ou de fœtus non viables ou de maladies dégénératives chroniques. Tout cela pour préserver la vie de la femme enceinte qui fait appel à son droit de santé sexuelle et reproductive. Bien que la loi dépénalise l'avortement, malgré le fait que maintenant nous disposons des conditions qui permettent l'avortement, il y a tout de même encore un certain nombre de conditions à suivre, telles que le consentement éclairé, les conseils avant l'avortement. Ces conseils ne consistent pas à créer des obstacles. Non. Il s'agit de conseils cliniques qui permettent d'informer la femme enceinte qui va savoir ce qui va se passer et qui va savoir quelles sont les étapes à suivre et quelles sont également des dispositions de planification familiale. Beaucoup de personnes pensaient que l'avortement serait une méthode de contraception.
Le conseil avant l'avortement informe clairement que ne permet pas d'éviter une possibilité d'avortement. Après quoi, il est nécessaire de prendre des contraceptifs. Et toutes les femmes qui viennent nous demander des services d'avortement, eh bien 85% de ces femmes ont cet avortement. Après, elles doivent suivre une méthode de contraception. Donc d'après nos normes cliniques, et c'est le décret ministériel 60-2017 du 20 septembre, ce décret souligne l'importance de l'éclairement, du consentement éclairé. Cependant, le contexte de ce consentement varie selon les régions et les cliniques. Et dans le passé, c'était un obstacle qui empêchait donc les femmes d'avoir accédé aux services pour un avortement sécurisé. Donc, grâce à notre coopération avec certains partenaires, et là je parle de ma province qui a la densité de population l'une des densités de population les plus élevées, et nous travaillons donc avec des partenaires qui œuvrent avec les services pour un avortement sécurisé dans la province de Nampula, avec une forte densité démographique, également dans une autre province. Et le travail que nos partenaires effectuent, c'est vraiment un travail de sensibilisation auprès des communautés, auprès de la société civile, auprès des médias, et également avec les professionnels de santé, qui, en accord avec les normes cliniques, même s'ils exigent un consentement éclairé, ils vont néanmoins affirmer que l'absence de ce consentement ne devrait pas empêcher les femmes d'arriver à un avortement. L'interprète n'a plus la traduction vers le portugais. L'interprète francophone s'excuse, nous n'avons pas l'interprétation. L'interprète français s'excuse. Nous reprendrons l'interprétation dès que nous aurons l'interprétation en portugais. Une fois de plus, les interprètes s'excusent. Nous n'avons pas l'interprétation vers l'anglais du portugais. Nous ne pouvons donc pas interpréter vers le français. L'interprétation reprendra le plus tôt possible.
L'interprète va vous lire les diapos. Nous n'entendons toujours pas l'orateur. Donc, quels sont les résultats et l'impact? C'est le soutien à la mise en œuvre juridique, la contribution à la diffusion des lois et des lignes directrices sur l'avortement dans toutes les provinces. Donc, une fois de plus, soutien à la mise en œuvre juridique, contribution à la diffusion des lois et des lignes directrices sur l'avortement dans toutes les provinces. Donc, il y a également des partenariats qui ont été établis, plaidoyer conjoint avec différentes organisations onusiennes. Il y a également une croissance de la capacité. Le nombre de membres de l'AMOG est passé de 75 à 108 et ceci a permis d'élaborer un manuel de ressources humaines ainsi qu'une stratégie de communication. Il faut également prendre en compte l'engagement communautaire. Des activités de sensibilisation dans les écoles et les médias ont permis d'élargir la compréhension des jeunes et du public sur le droit à l'avortement sécurisé. Une fois de plus, les interprètes francophones s'excusent. Nous n'avons pas l'interprétation vers l'anglais qui nous permettrait donc d'interpréter pour vous vers le français. L'interprète va lire la diapo, enseignement et prochaines étapes. Tout d'abord, il y a la pertinence du projet qui est arrivé à un moment critique et qui permet de stimuler la mise en œuvre après la réforme législative. Le défi, c'est un accent limité mis sur la collecte de données et les services communautaires. Tout projet futur devra viser à combler les lacunes en matière de données probantes. Ensuite, il y a la nécessité de viabilité du projet, assurer la continuité du plaidoyer au-delà du financement des bailleurs de fonds grâce à des cadres institutionnels plus solides. Les prochaines étapes, étendre le plaidoyer au niveau rural et au niveau des districts afin de démontrer la qualité des services ainsi que leur impact positif sur la réduction de la mortalité maternelle. Prochaine diapo, différences géographiques en matière de sensibilisation. Les connaissances juridiques liées à l'avortement varient considérablement d'une province à l'autre. Dans la ville de Maputo, 55% des femmes savent que l'avortement est légal, alors qu'en Zambésia, seulement 13% des femmes ont cette connaissance et à Nampula, moins de 6% des femmes savent que l'avortement est légal. Ces chiffres montrent de profondes inégalités régionales en matière d'information sur les droits et l'accès à l'avortement. Afin de combler cet écart, il faut renforcer la sensibilisation des communautés. Prochaine diapo, la loi versus la réalité en matière d'accessibilité. Bien que l'avortement soit légal en vertu de la loi mozambicaine, code pénal et décret ministériel, la plupart des femmes ne sont pas conscientes de ce droit. Les femmes dans les milieux ruraux, les adolescentes et les femmes pauvres sont particulièrement exclues de cette information. Elles n'ont pas été sensibilisées à cela. Le manque de sensibilisation contribue à la persistance des pratiques d'avortement non médicalisés ainsi qu'au décès maternel. Les avortements représentent environ 11% des cas de mortalité maternelle. Pour combler ce fossé, il faut renforcer les connaissances juridiques, il faut mettre en place des services adaptés aux jeunes ainsi que des campagnes de sensibilisation
à l'échelle nationale. Prochaine diapo. La législation en théorie versus la réalité en pratique. Sur papier, le Code pénal de 2014 a dépénalisé l'avortement selon des conditions définies. Le décret ministériel de 2017 garantit des services d'avortement sécurisés. L'avortement fait partie des droits à la santé sexuelle et reproductive. Mais en pratique, que pouvons-nous voir? Seulement 29% des femmes en milieu urbain et 67% des femmes en milieux ruraux savent que l'avortement est légal. Le taux de sensibilisation est seulement de 6% à Nampula et de 13% à Zambézia. Et donc aujourd'hui, 11% des décès maternels sont liés à des avortements non médicalisés. Les femmes, les jeunes et les pauvres des zones rurales sont exclus de cette information. Prochaine diapo. L'avortement non sécurisé et la mortalité maternelle. En Afrique australe, une grossesse sur 4 se termine par un avortement. Et plus d'un quart de ces avortements sont des avortements à risque. Au Mozambique, les complications liées à un avortement non médicalisé représentent 11 à 18% des décès maternels à l'hôpital chez les adolescentes. Bien que le code pénal de 2014 ait légalisé l'avortement jusqu'à 12 semaines, et même plus tard, dans des circonstances particulières, la plupart des femmes et des jeunes filles ne connaissent toujours pas cette loi. En outre, l'accès limité à la contraception aggrave le problème. Près de 25% des femmes en âge de procréation n'ont pas accès à une planification familiale. Equibal, il nous reste encore juste quelques minutes, si vous pouvez terminer votre présentation. Quelles sont les barrières dans les communautés? Donc l'avortement est souvent considéré comme immoral, criminel ou honteux, en particulier pour les filles non mariées. Les filles qui avortent sont sévèrement stigmatisées, elles sont étiquetées comme étant des prostituées, des meurtrières, comme étant maudites. Les principaux obstacles au service d'avortement sécurisé sont les suivants: manque de respect de la vie privée et de la confidentialité dans les cliniques, coûts élevés et frais cachés malgré les dispositions légales, préjugés et mauvais traitement des prestataires et les normes sociales. Prochaine diapo. Quelles sont les recommandations et ou plutôt le cadre mondial, ligne directrice de l'OMS, cadre juridique du Mozambique, et également la réalité, la faible sensibilisation et l'avortement non médicalisé étant à l'origine de 11% de décès maternels. Il faut défendre les intérêts et assurer les prochaines étapes à travers le leadership de l'AMOG, les partenariats, les stratégies communautaires et le rapprochement entre le droit et la pratique. Et puis, le plaidoyer nécessaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Nous avons été très heureux de finalement pouvoir vous avoir parmi nous pour cette présentation. Et malheureusement, nous n'avons plus de temps pour les questions ou les réponses, mais bien entendu, nous allons vous donner d'autres possibilités. Et nous avons beaucoup appris de la part des membres du panel. Nous avons beaucoup appris quant à leur expérience, leurs connaissances, les problèmes auxquels ils font
face au Bénin, au Mexique et Mozambique. Tout cela montre bien qu'il y a toujours des barrières et qu'il y a encore beaucoup de défis pour les femmes ou les adolescentes qui recherchent l'avortement. Nous voyons quelles sont toutes les ressources possibles. Nous avons un manuel de pratique clinique pour les soins de qualité liés à l'avortement. Nous avons également des lignes directrices pour les soins complets d'avortement. Tout cela pour aider les femmes. Il était tout à fait fantastique de vous entendre et de mieux comprendre les problèmes, les défis auxquels vous faites face dans vos pays respectifs. Eh bien, je voudrais utiliser ces dernières secondes pour vous remercier pour vos présentations, vos montre quel est ce manuel, le résumé exécutif qui existe en 8 langues, les lignes directrices en 6 langues. Et vous avez ici notre toolkit, notre boîte à outils, si vous voulez, qui permet aux agents de santé, aux différentes institutions de pouvoir là aussi mieux comprendre et être informés quant aux lignes directrices de ce manuel de pratique clinique. Utilisez également ce toolkit, cette boîte à outils, afin d'améliorer vos compétences, vos connaissances. Et pour terminer, joignez-vous à nous demain, join us tomorrow, un webinaire pour lequel nous vous demandons de réserver la date. Il y aura également le lancement en ligne sur les approches fondées sur les droits humains euh, concernant ces soins complets d'avortement. Nous passerons en revue toutes ces considérations euh, de droits humains. Pour cela, nous avons mis en place un cours. Nous vous encourageons à continuer à nous suivre et à rester en communication avec nous. Nous remercions le réseau IBP qui a organisé ce webinaire et je remercie les interprètes. Je sais que parfois c'est une tâche difficile. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Nous remercions les membres du panel pour leur présentation et nous vous donnerons les liens pour les prochains webinaires. Utilisez nos ressources, n'hésitez pas à utiliser nos ressources et nous félicitons de pouvoir continuer à travailler ensemble. Merci encore et je vous souhaite encore une très belle journée.